Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, explosion sur le Rainbow Bridge. Un bris mécanique pourrait être à l'origine. L'opposition des conservateurs, un accord de libre-échange avec l'Ukraine décrié par Justin Trudeau et son gouvernement. La Ligue nationale de hockey menace le gardien Marc-André Fleury de sanctions parce qu'il veut porter un masque hommage aux Premières Nations et 24 otages libérés en cette première journée de trêve entre Israël et le Hamas. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On a beaucoup suivi cette semaine cette histoire de l'explosion sur le pont Rainbow Bridge qui sépare le Canada et les États-Unis à Niagara Falls. Explosion, tout d'abord, qui avait été rapportée comme une explosion terroriste là, par certains médias avant, évidemment, qu'on ait... Ça, c'était plus potentiellement terroriste. Oui, quand ça frappe les douanes, on s'entend, il y a toujours des réserves. Quand on a vu l'image de l'auto, là, hors contrôle, qui s'est envolée... Là, tu dis non, mais tu peux pas planifier une attaque terroriste puis te pitcher de même. Ça avait pas de sens. Là. D'ailleurs, la gouverneure de l'État de New York a commencé à dire non, on n'est pas là. Mais là, on en sait plus. Là, on en sait un peu plus, là, particulièrement au sujet des occupants du véhicule et du véhicule lui-même. Parce que tu l'as mentionné, Mario, les images là, de cette voiture qui arrive là, à toute vitesse. Là. Puis quand je dis toute vitesse, c'est 165 km/h qu'on estime, alors que le véhicule arrive là, vite, frappe une clôture, s'envole dans les airs, littéralement, puis retombe sur le poste de douane avant d'exploser puis de vaporiser le poste au grand complet. C'est parce qu'il allait, le taux allait à je sais pas combien. Là, 165 km/h. C'est ça. Oui, c'est ce qui a été estimé, là, plus de 165 km/h selon les autorités. Et le véhicule, lui, qui contenait deux occupants, Kurt Villani et sa femme Monica Villani, qui sont deux riches entrepreneurs new-yorkais de 53 ans, qui sont bien évidemment morts sur le coup là, dans le drame. Et eux conduisaient... Il n'y a plus d'auto. Non, c'est ça. Assez explosé en morceaux. Le poste de douane n'existe plus, la voiture non plus. Là. À la vitesse, la force, l'explosion, il n'y a rien qui subsiste là, dans cet endroit-là, si ce n'est que les images des caméras de sécurité qui permettent de savoir également que le couple conduisait une Bentley, là, une belle voiture d'une valeur estimée à 300 000 $ quand même, Mario. Là. C'est toute une voiture qui conduisait à ce moment-là. Et là, on sait qu'ils allaient voir Kiss. L'histoire que j'ai lue, ils allaient voir Kiss. Spectacle annulé à cause des problèmes de voix, là, de grippe du chanteur. Oui, mais c'est là qu'ils se rendaient quand même à Toronto, sont arrêtés sur la route, brièvement, dans le Seneca Niagara Resort and Casino, à peu près 2 km de là, puis ont repris la route, et c'est à ce moment-là, mais qu'ils seraient entrés de plein fouet dans le poste de frontière. Et là, on commence à évoquer deux hypothèses. Parce que le geste volontaire, ça l'a aucun sens. Là. Un couple bien ordinaire avec une business, voiture de luxe, arrêter au casino, s'amuser dans une fin de semaine de loisirs, c'est pas... Non, il n'y a rien là-dedans geste volontaire. Qui démontre un geste volontaire, un couple comme ça aussi. Les amis du couple qui ont réagi extrêmement attristés, là, qui décrivent des gens comme vraiment des bons voisins, des bons amis, avec une vie bien remplie, puis tu sais, des gens bien nantis également, là, qui n'ont pas eu vraiment de raison apparente de commettre un geste volontaire. Donc, ils s'en retirent deux conclusions là, par rapport à ce qui pourrait expliquer un tel accident. Le premier, c'est celui du malaise, bien sûr. Celui d'un... C'était arrivé au Québec, j'ai peur de me tromper, mais je pense dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une personne qui avait eu, je ne sais plus quel genre d'attaque, avait comme paralysé, mais tu sais, raidi, là, avec la jambe vraiment, le raidi, sa pédale. Là, oui, puis il y a des moments comme ça qui peuvent survenir, un malaise au volant. Dans une Bentley, là, si le pied t'accote au fond de la pédale, là, c'est sûr que ça prend pas beaucoup de secondes que tu y vas. Là. Exact, que tu y vas à plus de 165 km/h, ou encore, il y a la piste du problème mécanique sur la Bentley. On dit du côté du constructeur Bentley Motors qu'on n'a pas été contacté à date par les autorités, mais ça pourrait être un pépin là, à l'intérieur de la voiture qui pourrait expliquer que c'est juste qu'au niveau de l'enquête, niveau de l'enquête, à mon avis, il n'y a plus rien. En tout cas, je sais qu'ils sont capables d'aller dans de la ferraille pour détecter, mais là, d'après moi, pour trouver, mettons, l'électronique du véhicule, puis tout ça, je pense pas qu'il y a plus grand-chose qui est enquêtable. Là. C'est ça. Ça risque d'être extrêmement difficile d'enquêter autour de ça. Le FBI a fermé son enquête, là, véritablement. Il n'y a pas de traces d'explosifs qui ont été retrouvées sur place. Donc, ça va être les reconstitutionnistes automobiles qui vont tenter d'expliquer ce qui s'est passé à cet endroit-là. Fou. Mais c'est effectivement les images, je pense, qui vont rester dans les annales. Mario, là, le véhicule qui s'envole littéralement. Une histoire très triste, là, peu importe là, de quelle explication il s'agit pour ce couple, malheureusement.
À la Chambre des communes, aujourd'hui, le Parti libéral, avec à sa tête Justin Trudeau, ont décrié l'opposition des conservateurs à l'entente de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine. Parce que les conservateurs font bloc commun en ce moment, de manière unanime, contre ce pacte qui doit prendre acte entre l'Ukraine et le Canada, avec une drôle de motivation autour de ça. Parce que ce que les députés conservateurs argumentent, c'est que la mise en œuvre d'un pacte commercial contraindrait l'Ukraine, selon eux, à se doter d'un mécanisme de tarification du carbone. Et les accusations de Justin Trudeau, elles, sont sans équivoque. Il taxe le Parti conservateur de se rapprocher des arguments des républicains aux États-Unis, qui soudainement ont pris une tangente beaucoup plus opposée à l'assistance à l'Ukraine. Pour le premier ministre, il s'agit d'une manœuvre déguisée, d'une excuse pour s'opposer comme ça à un projet avec l'Ukraine, surtout que dans l'accord, le texte qui unifie les deux pays, qui est considéré comme largement bénéficiaire à l'Ukraine, eux-mêmes sont en faveur d'un tel texte, il est nulle part écrit qu'il serait obligé d'avoir un pacte de tarification carbone. Surtout que l'Ukraine a déjà un système de tarification du carbone, un des plus faibles du monde, cela étant dit, mais quand même, il y en a quand même un qui existe. Et là, on verrait, selon M. Trudeau, un rapprochement, encore une fois, entre le Parti républicain, l'américanisation de la politique et le Parti conservateur. Ici, c'est sûr, Mario, que ça fait quelques sujets quand même sur lesquels M. Poilievre se rapproche de ses homologues américains. Sur l'Ukraine, là, moi, ça m'a étonné, ça m'a dérangé. Son explication est ténue, mettons, difficile à saisir et à comprendre pleinement. Et je vais dire, avec ça, puis sa vitesse à crier au terrorisme dans le cas de l'accident dont on parlait tout à l'heure, dans le cas de l'accident à Niagara Falls, je veux dire, il a sa première, à mon avis, il vient d'avoir une séquence, appelons ça la séquence merveilleuse, tout l'été, tout l'automne, monté dans les sondages. À mon avis, il a sa première mauvaise semaine qui soulève des questions. Quoique cet enjeu-là est plus technique. Je pense pas que tu perds des votes par centaines de milliers. C'est un enjeu de libre-échange avec l'Ukraine. Mais c'est plus que ça soulève des questions que les gens vont se dire, voyons, c'est bizarre, là, c'est quoi son affaire? Mais le rapprochement, quand même, que soulève Justin Trudeau, on pourrait prendre d'autres instances aussi, dans lesquelles M. Poilievre va prendre des enjeux qui sont extrêmement forts aux États-Unis, puis les ramène ici au Canada. On peut penser, entre autres, tout ce qui concernait l'opposition au projet de loi de changement de sexe, à l'opposition pas nécessairement au droit des trans, littéralement, mais quand il y avait eu des journées quand même de soutien, des oppositions, des manifestations. Mais ça, il s'était tenu loin, là. Il s'était tenu loin, mais quand même. Il avait même interdit, je pense, à ses députés d'en parler, de donner des entrevues là-dessus. Tout ça survenait quand même après qu'il ait pris lui-même et certains de ses membres des clichés dans certains rassemblements avec des gens qui avaient des chandails fortement opposés, par exemple, à la théorie du genre dans les écoles. Donc, il y a peut-être un parallèle qui est fait du côté de M. Trudeau. À savoir s'il est exact, c'est une autre question. Mais c'est sûr que peut-être qu'on pourrait voir... Les libéraux se sont trouvés un angle d'attaque et sur le cas de l'Ukraine, à mon avis, les troupes de Pierre Poilievre vont prêter flanc à ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Nouvelle controverse dans la Ligue nationale de hockey qui concerne un Québécois d'ici, le très célèbre Marc-André Fleury, portier de plusieurs clubs dans la Ligue nationale de hockey, récipiendaire de plusieurs coupes Stanley, qui joue maintenant pour le Wild du Minnesota et qui voulait dévoiler à l'occasion d'un match qui va avoir lieu ce soir contre l'Avalanche du Colorado, mais voulait mettre un masque qui met en avant l'héritage autochtone parce que c'est la soirée qui rend hommage aux Premières Nations pour le Wild du Minnesota aujourd'hui. Et là, un beau masque qui a été designé au grand complet par Cole Red Horse Taylor, un artiste de la communauté de Prairie Island. Et en plus, la femme de Marc-André Fleury, elle, est d'origine abénaquise et Micmac. Donc, a le nom de ses enfants sur son masque. Et il est franchement très beau. Des designs, des motifs. Très joli. Des motifs un peu inspirés d'autochtones. Mais il n'y a pas de... C'est que le masque, il n'y a pas de slogan politique ou de libérer quelque chose ou réclamer des territoires. Du tout. Parce que c'est ce que prétend la Ligue. Là. Mais c'est ce que prétend la Ligue qui a décidé d'interdire à Marc-André Fleury de mettre son masque, même pour la période d'échauffement du match. Et déjà, on a décidé du côté de Marc-André Fleury, qui le fait savoir, selon les dires de son agent Alan Walsh, qu'il ne compte pas se plier à cette mesure-là. La Ligue, elle, a menacé déjà d'imposer une amende personnelle à Marc-André Fleury
Fleury s'il refuse de porter le masque. Ce que Marc-André Fleury a l'air là, de s'en foutre complètement. Là. Lui a dit déjà qu'il était prêt à payer l'amende, qu'il veut mettre le masque, que c'est important pour lui. Et ensuite, selon son agent, mais la Ligue menace maintenant de mettre une amende au Wild du Minnesota. Une amende beaucoup plus substantielle à l'équipe elle-même si il décide d'aller de l'avant. Pour mettre une pression supplémentaire sur le joueur. Oui, exactement. Et là, c'est en train de prendre bien sûr, des grandes proportions autour de la Ligue nationale, mais aussi des partisans du monde plus politique. Mais pour vrai, ils sont tombés sur la tête, là. C'est vraiment bizarre. Parce que de l'année passée, c'est parti de... Les joueurs étaient obligés, conscrits, à épouser des causes. Qui faisait l'affaire de 99%, mais tu sais, mettons, la fierté gay, là. Ben là, il y avait une couple de joueurs russes qui disaient, moi, dans mon pays, mes parents, c'est mal accepté. Bon, là, je comprends. On disait on voulait pas avoir d'exception, c'était obligatoire. Mais là, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que là, non seulement mais c'est plus permis du tout. Oui, la Ligue a décidé d'annuler tout ça en raison de quelques joueurs récalcitrants. Oui, mais là, c'est parce que t'es pas juste que t'as annulé. T'aurais pu dire, on enlève l'obligation, on fera plus ça, mais les joueurs sont libres, tu sais. Puis là, ben là, t'arrives dans dans un univers où là, les masques des goalers, il y a plein d'affaires dessus. Là. Il y en a qui ont des bonhommes, il y en a qui ont des affaires commerciales. On a déjà vu Youpi sur le casque d'un joueur de gardien du Canadien. Je suis convaincu qu'il y en a qui ont des affaires commerciales que tu pourrais associer directement à un personnage de bande dessinée qui est associé à une compagnie. Puis là, tu vas dire, OK, tu peux pas mettre sur ton casque des décorations, inspiration autochtone, parce que ça serait une prise de position politique que la Ligue veut plus. Ouais, puis ça devient très étrange, surtout après une autre controverse assez récente, celle-là aussi, celle du fameux tape. Le tape sur les bâtons. Parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, les joueurs souhaitaient, pour certains, pouvoir mettre du tape multicolore. Donc, vraiment, là, du ruban sur leur bâton multicolore à l'occasion, mais par exemple, des soirées de la fierté LGBTQ+, ou en soutien, tout simplement, aux communautés, ou juste parce que c'est beau, Mario, dans certains cas. Puis la Ligue interdisait, sacrait des amendes sur les joueurs. Puis là, on s'entend, là, il n'est pas écrit un slogan politique. C'est un tape de couleur sur son bâton. Et la Ligue s'était mis à donner des amendes. Il y a tellement de joueurs qui, eux, se sont rebellés contre cette méthode-là, ont décidé d'en mettre pareil, puis on s'entend, c'est une gang de millionnaires. Là. Ils peuvent les payer, les amendes. Mais la Ligue a dû reculer sur ça. Mais on dirait qu'ils se remettent les pieds dans les plats avec une autre controverse encore. Mario, elle commence à s'accumuler. Là. Oui, puis en fait, à plus, Marc-André Fleury, c'est comme pas le dernier venu. Là. C'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Qui s'en va direct au temple de la renommée à la fin de sa carrière. Puis c'est ça. Puis c'est plus un gars qui a 21 ans. Là. C'est un vétéran, peut-être sa dernière saison. Fait que si tu veux mon avis, puis c'est sa conjointe est autochtone. Il y a un beau masque. Ils ont l'air des vrais épais, là. Vraiment, là. Autre sujet qui a suscité la controverse aujourd'hui, nouveau règlement adopté dans des bibliothèques de Montréal, dans plusieurs arrondissements. Un règlement sur l'hygiène corporelle. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a rapport entre l'hygiène corporelle puis aller à la bibliothèque? Bien, c'est une motion maintenant qui est mise de l'avant que les membres d'une bibliothèque, les employés, pourraient demander aux usagers de quitter les lieux si leur hygiène corporelle incommode les autres usagers ou le personnel. On pourrait lui demander de quitter les lieux puis même lui mettre une amende là, entre 350 et 1000 $ s'il y a récidive autour de tout ça. Le problème, c'est qu'on se comprend, il y a une catégorie de la population qui est particulièrement visée par tout ça, puis c'est les gens en situation d'itinérance, là, qui n'ont pas toujours accès à des douches, moi, je pense des bains. que tout ça est une grosse hypocrisie, parce qu'il y a des itinérants dans les bibliothèques qui vont se réchauffer, puis ils veulent les mettre dehors, puis ils ont trouvé ça, l'hygiène corporelle. Voilà, et c'est ce qui a été dénoncé haut et fort par plusieurs organisations là, de défense des droits des itinérants aujourd'hui. Et là, ben, c'est vraiment levé de bouclier. Le président de la mission Albury, lui aussi, qui a dit que ça va à l'encontre des valeurs prônées par Montréal, que c'est encore une fois une mesure qui est mise de l'avant pour expulser les itinérants d'un endroit public. Parce que les bibliothèques, au final, c'est des endroits publics, là, complètement. Est-ce que c'est un endroit public où tu peux aller, je sais pas, moi, est-ce des endroits publics où tu peux aller faire n'importe quoi? Non, parce que dans les règlements, dans les modifications, maintenant, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, par exemple, là, lui dit qu'en aucun cas, on peut aller dormir dans l'établissement. Là. Les lieux, le mobilier, l'équipement, on peut pas l'utiliser à d'autres fins que celui qu'on devrait utiliser dans une bibliothèque. Tout à fait. Donc, c'est certain qu'il y a peut-être des modifications réglementaires à faire autour de ça. Mais parce que là, t'es pris avec un problème d'itinérance. Moi, je comprends que les employés des bibliothèques veulent pas avoir des itinérants en place. Puis je les comprends. Oui. Mais là, il aurait été mieux de le dire comme ça, puis de trouver des solutions avec les gens des refuges ou avec les gens qui travaillent en itinérance, trouver des solutions pour sortir les itinérants des bibliothèques.
Et plutôt que de faire ça par un règlement indirect, dire on va leur mettre une amende de 1000$ s'il pue, là. Oui, parce qu'après ça, comment tu vas appliquer ce règlement-là? Tu vas vraiment... Parce que je veux pas être plate, là, mais une odeur, là, ça se prend pas en photo. C'est tannant, une odeur, ça se prend pas en photo. Ça s'enregistre pas sonore, y a rien à faire, là. Tu peux pas arriver en cours 6 mois après et dire, regardez, monsieur le juge, l'odeur, je l'ai ici, là. Ouais, je l'ai pris dans une bouteille, je l'ai fermé jusqu'ici, jusqu'au Madame procès. la juge, là, je vous l'ouvre dans la face. Non, comment ça pue? Non, mais... C'est un règle. Puis là, après ça, je veux dire, il se prend un avocat de l'aide juridique, puis l'avocat dit, écoute, mon client, il pue pas. Ouais, mais t'as raison. Comment tu vas gagner devant le juge? Oui, il pue. Ouais. Ouais, il pue pas. Mais non seulement d'un point de vue juridique, c'est difficile à prouver, mais après ça, il y a aussi tout le sujet, là. Est-ce qu'on veut mettre dehors les itinérants de tous les lieux publics? Puis ça devient difficile à gérer, comme tu dis, parce qu'il y a des réels problèmes qui se créent. Par exemple, il y avait une levée de boucliers. On se souviendra, à l'époque où, dans les toilettes de l'UQAM, là, qui est situé juste à côté de nos studios ici, tout près de la place Émilie-Gamelin, un endroit où il y a beaucoup d'itinérance, on avait décidé de barrer les toilettes. Alors, quand on pouvait pas, si on n'avait pas une permission spéciale, parce qu'il y avait beaucoup d'itinérants qui allaient dans les toilettes. Puis, pour avoir étudié moi-même à l'UQAM, c'est arrivé souvent qu'on voyait des itinérants en overdose dans les toilettes. Ils allaient là pour se piquer, malheureusement, pour consommer des drogues. Et là, ça a été décrié partout. Les organismes sont montés aux barricades pour ça. Le problème, c'est qu'après ça, on s'est rendu compte qu'à peu près 30% des bris étaient en réduction dans les toilettes de l'établissement. Ça coûtait pas mal moins cher de réparation pour la plomberie à chaque année. Donc, il y a des problèmes qui sont créés par ces situations d'itinérance. Mais c'est aussi que si les utilisateurs de la bibliothèque n'y vont plus, des gens du 3e âge, des femmes seules qui ont peur, qui avaient l'habitude de la bibliothèque, passer du temps, là, ils vont plus parce que c'est ça aussi, là. T'as des gens qui dorment, qui sont assis dans l'entrée, des hommes peuvent être assez gros, menaçants, parlent tout seuls, mais tu sais, les gens ont peur. T'as beau dire, t'as pas raison d'avoir peur, on n'a pas le droit d'avoir peur des itinérants. Si la personne n'est pas bien, là, les femmes, moi je l'entends, des femmes seules sont pas bien, sont dans le transport en commun. Fait que juste, c'est un vrai problème. Tu peux pas, théoriquement, t'es pas supposé flâner dans l'entrée d'une bibliothèque. C'est une place pour aller emprunter des livres, lire, travailler. Fait que moi, je comprends qu'on veut pas... Mais l'angle de la puanteur... Je pense pas qu'ils ont trouvé le bon angle pour attaquer un problème que je considère réel. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On est de passage à Québec, à l'Assemblée nationale. C'est pas les discours qui ont nécessairement capté l'attention dans les derniers jours, ni même l'actualité parlementaire elle-même, mais plutôt quelqu'un qu'on a observé faire un drôle de manège dans le Salon Bleu, Mario. Puis pour y avoir siégé toi-même, tu le sais que des fois, il y a des moments un peu longs, il y a des députés qu'on a déjà attrapés en train de faire d'autres activités que celle d'avoir une écoute active. On se souviendra de Mme Guilbeault, entre autres, là, qui se faisait les ongles, je pense, à un certain moment dans le Salon Bleu. Mais là, c'est le député de Saint-Marie-Saint... non, pas le député de Saint-Marie-Saint-Jacques, plutôt Pierre Fitzgibbon qui écoutait la députée de Saint-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, qui prononçait un discours sur l'environnement. Et Pierre Fitzgibbon, lui, était en train de magasiner les rabais d'un circulaire des épiceries, Mario. On peut voir clairement... Moi, ça me rassure. On peut voir clairement sur les caméras du Salon Bleu qu'il était en train là, vraiment de regarder les circulaires, même si M. Fitzgibbon est connu pour avoir lui-même un portefeuille très bien garni. Puis ça te rassure, Mario, puis c'est l'angle qu'on a utilisé du côté de son attaché de presse. On a dit, le prix du panier d'épicerie est l'une des principales préoccupations des Québécois, donc non, le ministre s'en informe. Ça, je crois pas à ça, pas une minute. Voilà. Moi, je crois pas à ça, pas une minute qui checkait les prix de l'épicerie, là, comme François-Philippe Champagne, pour vérifier si les prix sont trop élevés. Moi, je pense qu'il vérifiait lui-même ses rabais. Et ça me rassure, dans le sens que il y a des gens à haut revenu qui sont quand même terre à terre, qui surveillent leurs affaires. Puis ça me rassure. Je me dis, s'ils surveillent son prix d'épicerie, ils surveillent notre argent, ça me rassure. Mais là, je sais que c'est un mythe. C'est qu'autrefois, il y avait aucune... Tu sais, c'était interdit. La caméra devait être juste sur la personne qui parle. Tu passes des heures en chambre, il y a du monde qui font des discours d'1 heure, 20 minutes. C'est pas vrai que tout le monde écoute ça. Je vous le dis, là. C'est pas vrai que tout le monde écoute. Il se passe des petits mots, il y a des dessins qui s'écrivent. Moi, j'aime bien de la lecture. Des fois, tu sais que tu vas être le prochain à prendre la parole, mais des fois, tu vas l'écouter, le discours de l'autre, mais tu sais, t'as en masse d'une oreille pour l'écouter. Là. Tu vas pas l'écouter comme t'écoutes un film, là. Tu sais, quelqu'un... Mettons, souvent, mettons un parti là, d'opposition. Ils ont 40 députés, là. Ils s'opposent à un projet de loi. Les 40 vont faire le même discours, vont dire la même chose. Il n'y a pas une personne qui va s'asseoir là puis les écouter religieusement. Impossible, là. Tout le monde va les écouter, mais en faisant d'autres choses, en lisant ton courrier de comté, en lisant un rapport d'un ministère. Tu sais, tu travailles, mais t'as quand même une oreille là, que t'écoutes ce qui se dit. Là. Probablement que s'il disait quelque chose d'épouvantable, d'absurde, tu dirais, voyons. Là. Fait que de magasiner les tomates en rabais chez Maxi, moi, ça me c'est pas trop. Ça désolé, ça me jette pas. Là, non, ça me jette pas à terre. Puis je suis plus...
En fait, c'est peut-être pas... Si Manon Massé parlait, c'est sa dernière journée. Là, peut-être que ce moment-là, il aurait pu être plus attentif. Mais dites-vous une chose, là, tout le temps, il y a du monde à l'Assemblée nationale qui font... Oh, ben, maintenant, s'il jouait un jeu sur son sel, il y a des choses que je trouverais inacceptables. Mais quelqu'un qui dans ses affaires, qui travaille, là, je sais pas, il checkait... Mais ça, je suis plutôt rassuré de voir, tiens... Il est terre à terre, il surveille les prix chez Maxi. Ça, pour moi, ça le garde au ras des pâquerettes, ça me rassure. Économie. Une nouvelle qui peut être rassurante économiquement, selon la banque TD, le début de l'année 2024 pourrait être un tout petit peu mieux pour les gens qui cherchent à acquérir une propriété dans cette économie qui est un peu plus difficile. On dit que les prix devraient chuter de 10% au début de l'année 2024. Alors qu'en septembre dernier, la TD envisageait une diminution de 5%. On l'a doublé maintenant en disant que dans 2 provinces au pays, soit l'Ontario et la Colombie-Britannique, il y a un relâchement des marchés, là, une baisse de la moyenne de prix national au pays qui est en train de baisser grâce à tout ça. Est-ce que ça va affecter directement le Québec? C'est pas certain, mais déjà là, c'est une diminution qui est encourageante, là. Même que ça pourrait descendre là, un peu plus, de 10-11%. Malheureusement, est-ce que les prix, malgré tout, vont rester 15% plus haut que c'était au début de la pandémie, avant la pandémie? Oui, malheureusement, les propriétés restent difficiles à acheter. Puis c'est une hypothèse, parce que le même jour où la TD dit ça, il y a un autre financier qui dit attention, on va peut-être être surpris que les taux d'intérêt vont baisser plus et plus vite que prévu. Fait que, tu sais, là, si les taux d'intérêt on se met à se dire qu'ils baissent plus vite que prévu. Mais là, soudainement, les prix des maisons vont se maintenir. Oui. Ben, finalement, on ne le sait pas, mais les taux sont élevés. Présentement, là, parle à n'importe qui est dans l'immobilier, il va te dire c'est plus tranquille, il y a moins d'acheteurs, il y a nettement moins de transactions. On l'a vu d'ailleurs dans le budget de la Ville de Montréal, les revenus de la taxe de bienvenue ont baissé, il y a moins de transactions. Or, forcément, là, les prix sont pas... Les prix des propriétés s'en ressentent. Le Monde. C'était la première journée de la trêve négociée entre le Hamas et Israël, ce qui voulait dire également que des otages allaient être relâchés. Total de 24 otages. 13 Israéliens, 10 Thaïlandais, 1 Philippin qui ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge de Gaza. Là. Et c'est Israël qui a libéré en échange 39 femmes et enfants qui étaient détenus dans ces prisons comme ça avait été prévu. Donc ça commence le 4 jours de trêve qui a été négocié entre les deux États, négocié entre autres avec l'aide là, du Qatar, qui s'est joué comme médiateur clé là, avec l'Égypte et les États-Unis pour négocier ce tout premier raccord officiel qui pourrait s'étirer. D'ailleurs, Mario, là, c'est un des souhaits là, de la communauté internationale, entre autres, de continuer à libérer des otages puis de pouvoir maintenir un peu plus longtemps Netanyahou une paix. a déjà dit, pour chaque groupe de 10 otages supplémentaires qu'on libérerait après ce qui est prévu là, dans l'entente, chaque 10 de plus, il y aurait une journée de trêve de plus. Voilà, et c'est ce qui est... On pourrait se rendre à plus qu'une semaine. Moi, je me dis, si la guerre est arrêtée pendant une semaine, est-ce que tu amènes une accalmie où tout le monde va dire, ouais, on reprend dessus? Tu sais, moi, j'ai quand même espoir. J'ai une lueur d'espoir, là, malgré que si tu écoutes la version officielle de Netanyahou, là, d'Israël, on reprend la guerre après tout ça, il y a une mission à finir. Mais moi, j'ai quand même un espoir. En terminant, Mario, le plus gros iceberg du monde, là, qui est gigantesque, c'est grand comme la communauté métropolitaine de Montréal, 4000 km², est en mouvement pour la première fois depuis 30 ans. Quand je parle là, d'un morceau massif, là, c'est pas une longue plaque de glace de 4000 km², c'est épais d'à peu près 400 mètres, ce glacier gigantesque qu'on appelle le A23A, qui est situé en Antarctique et qui avait bougé pour la première fois en 1986. Et depuis ce temps-là, il s'était immobilisé à nouveau. On ne l'avait pas vu bouger, mais on le sait, avec les changements climatiques, la fonte des glaciers, mais on a de nouveau un déplacement avec les courants de l'océan Atlantique qui aurait fondu assez pour recommencer à bouger. Et là, on ne sait pas jusqu'où il va continuer sa course. Il bouge d'à peu près 5 km par jour pour l'instant. Mais pensez-y, là, 4000 km², l'équivalent du Grand Montréal au complet qui bouge massif en glace dans l'océan. Mais c'est impressionnant à voir autant que c'est inquiétant. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.